Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Le programme de la vidéo d'aujourd'hui, préparez-vous parce qu'elle va être longue mais hyper intéressante. Je vais répondre aux questions que vous m'avez posées la semaine dernière dans la vidéo que j'avais postée, sous forme de vrai ou faux. Donc aujourd'hui, je vais répondre aux questions les plus intéressantes. Merci d'avoir joué le jeu et d'avoir participé. Il y a eu, je crois, entre 700 et 800 commentaires. Donc j'ai fait le tri parce qu'il y avait beaucoup de questions qui revenaient et j'ai traité les plus intéressantes. Donc posez-vous tranquillement, prenez-vous un petit shaker de prot et écoutez bien parce qu'il va y avoir de la grosse info. Et on commence par une première interrogation qui nous vient de Gabin et qui demande « Vrai ou faux, on peut gagner du muscle rien qu'en s'imaginant soulever des charges ?» Eh bien la réponse est oui, c'est vrai. Sur quoi je me base pour affirmer que c'est vrai? Sur une étude qui a été menée, et bien évidemment vous retrouverez la référence dans la description. Cette étude comparait deux groupes. Le premier groupe ne faisait que des contractions du biceps sans charge additionnelle. Le deuxième groupe faisait un travail plus classique qu'on pourrait retrouver en salle de sport, donc travailler le biceps avec des charges externes. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Les gains musculaires étaient les mêmes entre les deux groupes. Alors attention, évidemment, il faut prendre ce genre d'études avec des pincettes parce que déjà ce sont des débutants qui ont été étudiés et puis la longueur de l'étude n'était pas vraiment significative. C'était quelques entraînements, je crois 8 ou 10 entraînements, ce qui n'est pas forcément très long. Ceci dit, ce genre d'études nous donne des informations hyper intéressantes sur le développement musculaire et surtout sur l'hypertrophie. On sait que l'hypertrophie, c'est pas juste une histoire de charge additionnelle, on sait que c'est surtout une histoire de tension. Alors effectivement, le fait d'utiliser des haltères et des barres vous permettra de provoquer plus de tension et donc de favoriser l'hypertrophie musculaire. Mais en réalité, on sait aussi que c'est pas aussi simple que ça et que pour certaines personnes, c'est-à-dire les débutants ou les personnes sortant de blessures en rééducation, on n'est pas forcé d'utiliser des haltères, on peut juste le faire avec la force de l'esprit. Deuxième interrogation qui nous vient de Michael. Vrai ou faux, une consommation de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps est dangereuse à long terme sur les reins? C'est un petit peu la même histoire que les glucides sur le dernier vrai ou faux. Je suis quand même surpris qu'en 2017, il y a encore ce genre de mythe qui perdure, comme quoi un excès de protéines serait dangereux pour les reins. Si vous êtes en bonne santé, si vous n'avez pas de problème préexistant au niveau des reins, au niveau du foie ou d'autres organes, il n'y a aucun risque de dépasser les 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Encore une fois, référence dans la description. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites avec des taux hyper hauts allant jusqu'à 4 ou 4,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Et qu'est-ce qu'on a réalisé? On a réalisé que pour des personnes en bonne santé, c'était anodin et que c'était absolument pas dangereux pour la santé. Alors peut-être qu'on aura besoin d'études qui sont faites sur une cinquantaine d'années, mais je doute qu'on trouve que ce soit dangereux. Et en plus, qui va consommer 4,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps? On enchaîne avec une question hyper intéressante de Baba. Vrai ou faux? Pour une progression constante, on peut garder le même programme à vie juste en augmentant la charge de travail. Alors Baba, c'est vrai. Effectivement, on peut garder le même programme à vie à condition que ce programme vous convient par rapport à votre morphologie et vos goûts et n'augmenter que la charge de travail. Parce que rappelez-vous, la charge de travail fait partie des variables de votre entraînement et si vous augmentez uniquement la charge de travail, c'est considéré comme une surcharge progressive. Vous serez capable d'appliquer un stress de plus en plus intense entre guillemets et donc de provoquer une hypertrophie musculaire. Donc Baba, si jamais tu kiffes ton programme de musculation, si tu penses qu'il est parfaitement adapté à ta morphologie et à ton objectif, et que tu n'as pas envie d'en changer, effectivement, tu peux garder le même programme d'entraînement potentiellement à vie uniquement en modifiant la charge de travail, en augmentant la charge de travail au fur et à mesure des semaines, des mois, etc. Personnellement, je trouve que c'est un peu chiant. Et je change de programme non seulement parce que j'aime bien périodiser et utiliser des fourchettes de répétition différentes, mais en plus je trouve que la variété, ça permet de garder un petit peu plus de motivation pour aller à la salle. Mais on est tous différents et je peux comprendre que certaines personnes veuillent garder le même programme parce que ça leur permet d'avoir une constance. Et si c'est votre cas, eh bien effectivement, vous pouvez garder le même programme de musculation uniquement en augmentant la charge de travail. On poursuit avec Émile. Vrai ou faux, le régime cétogène est le plus efficace pour perdre du gras rapidement pendant les premières semaines de sèche? Émile, c'est faux. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le régime cétogène est probablement le plus efficace pour perdre du poids pendant les premières semaines de sèche. Mais il faut que vous fassiez bien la distinction entre poids et gras. C'est absolument pas la même chose. Et je l'ai dit aussi dans une précédente vidéo, je crois même que c'était dans le précédent Vrai ou faux. Le régime cétogène, vous ne mangez plus de glucides. Lorsque vous ne mangez plus de glucides, ça a un effet diurétique, donc vous allez vous vider de toute l'eau que vous avez. L'eau, ça pèse du poids, et si vous n'avez plus d'eau, forcément, votre poids sur la balance va chuter. Mais ce n'est pas pour ça que vous perdrez du gras. Donc régime cétogène, c'est normal que la première semaine, vous perdez beaucoup de poids par rapport à un régime où vous consommerez des glucides, mais ce n'est pas forcément du gras. Donc faux, ce n'est pas le plus efficace pour perdre du gras.
On continue avec une interrogation de Alighieri Dante qui demande vrai ou faux, le curl-marteau croisé permet un meilleur recrutement que le curl-marteau le long du corps. Curl-marteau croisé, c'est le truc, vous allez monter l'haltère devant la poitrine, alors que le curl-marteau classique, vous allez monter l'haltère sur le côté le long du corps. Alors il faut savoir que le curl-marteau, c'est un exercice qui travaille le brachioradial. C'est ce muscle-là, qu'on appelait avant le long supinateur. Ce muscle-là, il est uniquement responsable de la flexion du coude. Il n'y a aucun rapport avec la rotation du bras, de l'humérus. Donc le fait d'effectuer une rotation interne ou une rotation externe, ça ne va pas changer l'intensité de la contraction de ce muscle-là. Parce qu'encore une fois, il est uniquement responsable de ça. Donc non, ça ne vous permet pas un meilleur recrutement. Si jamais vous êtes plus à l'aise avec un curl-marteau devant la poitrine, faites-le. Mais n'imaginez pas que ça va rajouter une contrainte qui sera plus efficace en termes de stimulation. Donc c'est faux. Ensuite, on a une interrogation de Kevin qui demande vrai ou faux, les protéines non assimilées ne sont pas transformées en adiposité. En gros, quand on mange une grosse quantité de protéines, est-ce qu'une partie est utilisée pour faire de la graisse? Alors, excellente question, et la réponse, c'est tendrait plutôt vers le faux. Et encore une fois, référence dans la description, il y a des études qui ont été faites sur le sujet pour justement essayer de... cette étude, en l'occurrence, celle qui est dans la description, compare deux groupes. Un premier groupe consommait, je crois, 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Le deuxième groupe, quelque chose comme 3 grammes ou un petit peu plus de protéines par kilo de poids de corps. Et on a remarqué que le groupe qui consommait plus de protéines et donc avait un apport calorique plus élevé ne prenait pas plus de gras que le premier groupe. C'est-à-dire que l'excédent de protéines, même avec un apport calorique plus élevé, n'aura plus de difficulté à se transformer en gras. Alors je pense ceci dit qu'il y a peut-être une limite, si vous bouffez 600 grammes de protéines par jour, non seulement de toute façon votre système digestif il va sûrement pas apprécier, mais peut-être que ça se transformera en gras. Mais disons que les protéines c'est probablement le macronutriment qui posera le moins de problèmes si vous le consommez en excès en termes de prise de gras. Donc ça c'est intéressant à savoir. Pour ceux qui sont en diète et pour ceux qui aiment consommer des protéines pour l'aspect satiété et qui auraient peur de prendre du gras si jamais c'était remplacé par des glucides ou des lipides. Donc c'est faux. On continue avec une interrogation de Tixuti qui demande vrai ou faux, la digestion s'arrête pendant l'entraînement et ne recommence qu'environ 15 minutes après. Il ne faudrait pas manger durant ce laps de temps. Alors c'est vrai. Alors je ne sais pas si elle recommence 15 minutes après, mais en tout cas effectivement, lorsque vous allez faire un effort physique, le système digestif sera moins bien irrigué en sang, vu que le sang sera destiné à irriguer les groupes musculaires que vous allez travailler. Et du coup, la digestion, elle va peut-être pas s'arrêter, mais en tout cas, elle sera grandement ralentie. C'est pourquoi c'est déconseillé de consommer de la nourriture solide pendant un effort physique. Si vous faites un sport d'endurance et que vous avez besoin de consommer des calories et plus particulièrement des glucides, faites-le sous forme liquide, mais pas sous forme solide. Donc ceux qui bouffent des barres de céréales ou des bananes pendant l'entraînement, ça leur servira pas à grand chose parce que de toute façon, ces aliments solides ne seront pas digérés pendant leur effort physique. Donc c'est totalement vrai. Question intéressante de « Je suis une danseuse étoile. Vrai ou faux, je peux prendre du muscle sans aucune source de protéines ?» Alors je ne sais pas si tu parles de protéines sous forme de complément, mais si jamais tu veux prendre du muscle sans aucune source de protéines, c'est-à-dire aucune source du tout, tu peux toujours rêver. C'est comme si tu me demandais est-ce que je peux construire une maison sans briques? La réponse évidemment est non. Donc non, tu ne peux pas prendre du muscle si tu ne consommes pas de protéines. La suite nous vient de Raberaoka qui demande vrai ou faux, le leg extension est mauvais pour l'articulation du genou. Et c'est une interrogation qui est revenue plusieurs fois dans tous les commentaires. Alors il faut savoir que lorsque vous faites un effort physique en musculation, vos articulations sont soumises à deux types de forces. Vous avez les forces de compression et les forces de cisaillement. Lorsque vous faites un squat et que vous avez la barre sur le dos, votre colonne est soumise à des forces de compression parce que ça va, entre guillemets, écraser les vertèbres. Lorsque vous faites du leg extension, étant donné que la force exercée elle va être perpendiculaire au tibia, votre genou va être soumis à des forces de cisaillement. Les forces de cisaillement sont théoriquement, enfin je ne sais pas si c'est théoriquement, je crois qu'il n'y a pas de théorie, je crois que c'est clair et net, sont censées être plus dangereuses pour les articulations que les forces de compression. Voilà d'où ça vient le fait que le leg extension serait mauvais pour l'articulation du genou. Je pense que c'est à prendre avec des pincettes. Tout comme ceux qui disent que le squat est dangereux, donc il ne faut jamais en faire. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de supprimer définitivement le leg extension. Après, ce n'est pas l'exercice du siècle, donc vous pouvez tout à fait vous en passer. Mais je pense que utiliser avec une fourchette de répétition adaptée, avec un tempo adapté et avec une exécution adaptée, je pense que le risque de blessure est grandement réduit, voire même tout à fait annulé.
Je fais du leg extension toutes les semaines depuis 11 ans. J'ai jamais eu de soucis au genou. Alors, je sais, certes, c'est pas une raison pour dire que c'est un exercice parfaitement sûr, mais je pense encore une fois que aucun exercice n'est sûr et tout ce qu'on peut faire de toute façon, c'est essayer de réduire au maximum le risque de blessure grâce à une bonne exécution, à une fourchette de répétition adaptée et éventuellement avec un tempo adapté à l'exercice que vous êtes censé faire. Donc, en théorie, c'est vrai, le leg extension peut être mauvais pour les genoux, mais j'ai envie de dire comme beaucoup d'autres exercices de musculation. La prochaine interrogation nous vient de Erwan, très intéressant. Vrai ou faux, les muscles ont forcément la même longueur à gauche et à droite? C'est faux, vous pouvez avoir des asymétries en termes d'insertion musculaire. Et c'est en partie ce qui explique les déséquilibres musculaires entre la gauche et la droite. Parce que imaginons que votre biceps gauche ne soit pas inséré de la même façon que votre biceps droit. Quand je dis pas inséré de la même façon, c'est que les points d'insertion peuvent avoir quelques millimètres de différence. Mais du coup, vous allez avoir un côté qui sera mécaniquement avantagé vu que le bras de levier sera réduit. Et à terme, ça peut développer des déséquilibres entre la gauche et la droite. C'est pas forcément parce que vous faites un mouvement dégueulasse, complètement dissymétrique. Ça peut être effectivement à cause d'une asymétrie en termes d'insertion musculaire. Donc faux, les muscles n'ont pas forcément les mêmes insertions à gauche et à droite. On poursuit avec Thierry qui demande vrai ou faux, on ne peut pas gagner en force quand on est en déficit calorique. C'est faux, on peut totalement gagner en force quand on est en déficit calorique. Rappelez-vous que la prise de force est essentiellement nerveuse, mais pas exclusivement, attention. Et en plus, en déficit calorique, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez prendre du muscle, vous pouvez avoir une balance azotée positive et donc vous développer en hypertrophie. Donc c'est faux, vous pouvez totalement non seulement gagner en force, mais aussi gagner en muscle, même en déficit calorique. La prochaine question nous vient de Yamachan qui demande vrai ou faux, il est nécessaire de faire régulièrement une séance de deload pour mieux progresser. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, deload, en fait, ça pourrait se traduire par décharge. Et c'est le fait de faire, non pas une séance comme le dit Yamachan, mais une semaine ou même voire plus d'entraînement où le volume et l'intensité seront plus basses, de façon à ce que le système nerveux et le système musculaire puissent mieux récupérer et mieux se préparer au prochain cycle d'entraînement. Alors, c'est faux, c'est pas nécessaire, mais c'est grandement recommandé. Rappelez-vous qu'en musculation, il n'y a rien de absolument indispensable et de nécessaire. Il y a juste des choix qui vont être à faire en fonction de votre programme d'entraînement, de votre goût et de vos objectifs en fin de compte. Donc, c'est grandement recommandé parce que ça peut vous aider effectivement à mieux progresser, mais ce n'est pas forcément nécessaire ou indispensable. Et la dernière question nous vient de Yorek qui demande vrai ou faux. Il est impossible de garder une balance azotée positive en faisant du jeûne intermittent 16h, 8h. Qu'est-ce que ça veut dire 16h, 8h? Ça veut dire 16 heures de jeûne et une fenêtre de 8 heures où vous allez pouvoir manger. C'est-à-dire, par exemple, vous mangez de 10h du matin jusqu'à 18h et de 18h jusqu'au lendemain 10h du matin, vous ne mangez absolument rien. Alors, c'est totalement faux. Il est bien sûr possible d'avoir une balance azotée positive en faisant du jeûne intermittent, surtout avec du 16h, 8h. 16h, 8h, c'est pas forcément une répartition trop contraignante. Il y a beaucoup de personnes qui ne mangent que sur une fourchette de 8 heures. Donc, c'est absolument faux. Après, si vous faites du 20h, 4h en termes de jeûne intermittent, il est probable, et je dis bien probable, ça ne veut pas dire que c'est sûr et certain, il est probable que ce soit plus difficile d'avoir une balance azotée positive. Mais rien n'est impossible, donc ça dépendra de votre expérience, ça dépendra de l'intensité de vos séances, etc. etc. C'est clairement pas impossible, mais après tout dépend de la répartition des périodes de jeûne et des périodes d'alimentation. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que c'était pas trop long à suivre. En tout cas, j'espère que vous avez appris certaines choses intéressantes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Bien sûr, vous mettez le petit pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne, vous partagez au maximum pour que le plus de personnes puissent avoir les conseils les plus pertinents possibles. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo.